Ce bouquin, comme le précédent, La lumière du marxisme, le bouquin précédent a été écrit entre 1967 et 1973, et celui-là a été écrit entre 1975 et 1985. C'est-à-dire qu'on publie aujourd'hui des textes qui ont été écrits, voilà, 40, voire plus. Hein. Alors, ne me demandez pas pourquoi, ça sera une autre fois. Mais alors, ces bouquins, voilà, à l'époque, en gros, le Parti communiste lance l'idée que on va changer et on va faire un socialisme aux couleurs de la France. Et moi, aussitôt, en 75, je réagis, je dis, attends, ils me font rire. Avant qu'il y ait un socialisme aux couleurs de la France, il y a déjà eu un stalinisme aux couleurs de la France. Alors, quel est l'enjeu du bouquin? Pendant très longtemps, les communistes vont dire, tout le monde va dire, que toutes les histoires staliniennes du Parti communiste ont été importées d'URSS en France. Après, les communistes, qui vont cesser d'être staliniens officiellement, vont dire c'est pas nous, c'est les Russes. Bon, le problème, c'est que c'est plus compliqué que ça. Et dans le bouquin, je montre qu'il y a bien eu un stalinisme français, où, bien sûr, le stalinisme n'aurait pas existé en URSS, il n'aurait pas existé en France. Mais toute une série de choses dont on croit, les communistes, mais tout le monde croit que ça vient d'URSS, ont été créées à Paris. Alors, l'exemple le plus célèbre, le jdanovisme. Bon, c'est l'histoire du jdanovisme qui on dit, c'est une époque, le dirigeant soviétique Jdanov impose une ligne très dure, et nous on suit. Pas du tout. Le jdanovisme a été créé en France entre la mort de Jdanov en août 48 et février 50. Alors quand je dis ça, je prends les textes, hein, les hommages avant et après. Bon, c'est le premier point. Deuxième point, il y a une histoire célèbre qui s'appelle la science bourgeoise et science prolétarienne. Et tout le monde a répété inlassablement que ça venait d'URSS. Or, ça ne venait pas d'URSS. C'est une histoire qui a été créée en février 1949 par Laurent Casanova, et le grand théoricien, qui est par ailleurs un type que j'aurais tendance à estimer, c'est Jean Toussaint de Santi. Et eux, c'est août, c'est février 49, et ça va durer jusqu'en 51. C'est Staline qui va mettre fin à cette histoire. Alors pourquoi je dis tout ça? C'est qu'en URSS, il ne pouvait pas y avoir de science bourgeoise, si, ça c'est évident, on l'a dénoncé, il ne pouvait pas y avoir de science prolétarienne. Le Parti communiste étant au pouvoir, la science soviétique, elle est soviétique, elle n'est pas prolétarienne. Lénine, en 25, condamne la littérature prolétarienne. Hein? On a un tout autre système. Pour eux, la notion de prolétariat est recouverte par la notion de soviétique qui est l'identité du Parti communiste. Hein? Donc en URSS, le mot prolétarien est interdit. Et en France, par contre, on est acculé à un problème où on invente cette histoire. Deuxième histoire qu'on croit venir d'URSS et qui vient chez nous. Alors, autre histoire, beaucoup plus drôle, la condamnation de la psychanalyse. Alors, c'est la première fois que j'en parle déjà dans mon bouquin avant. La condamnation de juin 49 de la psychanalyse ne vient pas du tout d'Union soviétique. Elisabeth Ionesco, même après avoir lu mon livre, continue à répéter cette chose, c'est complètement faux. Derrière la condamnation de la psychanalyse, il y a, alors en URSS, la psychanalyse c'est un rapport compliqué. Les rapports de la Russie avec la psychanalyse est beaucoup plus compliqué que la nôtre. La Russie, en Russie, la psychanalyse pénètre bien plus qu'en France. On est dans le système de pensée dominé par l'Allemagne quand même. Hein. Bon, mais peu importe. Et donc, en juin 1949, il y a 8 psychiatres qui signent une autocritique qui condamne la psychanalyse. Qui fait que pendant 20 ans, la psychanalyse n'aura pas lieu, ou du moins office de séjour dans l'univers du Parti communiste. Or, cette histoire est une histoire qui n'est ni une histoire des rapports du marxisme à Freud. Ça, c'est une histoire qui n'existe pas. C'est la nature qui raconte ça. Historiquement, ça n'a jamais joué en France. C'est pas non plus une histoire qui vient des rapports du Parti communiste français à la Russie. C'est une histoire dont les sous-bassements sont les rapports du Parti communiste au monde psychiatrique français. Depuis 1945, les communistes ont un tiers des milieux psychiatriques français sont pro-communistes ou communisants.
hein. Le plus grand, le plus célèbre, le plus méritoire de tous ces gens s'appelle Lucien Bonafé, le mec qui a inventé le désalianisme, bon, et ça. Et seulement voilà, la psychanalyse, alors les communistes disent, la psychanalyse veut bien l'Amérique. Non, non, la psychanalyse, après 1945, la psychiatrie française, peu à peu, la psychanalyse rentre dans la psychiatrie française. Comme les communistes ont une place extrêmement importante, parce qu'à la Libération, le ministre de la Santé, à 2 reprises, va être communiste. Et Lucien Bonafé, qui va être le conseiller, qui a 33 ans, qui est un jeune mec, ils vont développer ce qu'il appelle le zélénisme, qui est une politique où on critique la théorie des hôpitaux psychiatriques au profit d'une psychiatrie déambulatoire. Enfin bref. Mais toujours est-il que leurs rapports sont très importants. Et il se trouve que dans le Parti communiste, il y a des psychanalystes, des psychiatres, qui sont devenus psychanalystes. Malgré Pulitzer, malgré tout ce qu'on voudra. Et soudain, le Parti communiste se trouve devant une situation où, dans le Parti communiste, de par ses implantations extrêmement fortes dans les milieux psychiatriques, la psychanalyse rentre complètement dans l'univers du Parti communiste. Là, il y a une bagarre qui se déclenche entre quelques idéologues et les psychiatres. Mais il y a un grand débat qui a lieu en 1948 dans la revue Action, et la majorité est pour qu'on discute, et non pas qu'on condamne. Sauf que le 8 décembre 1948, le bureau politique convoque les médecins et les psychiatres communistes à une réunion à Place Kossuth, là, sur le problème de la psychanalyse. Et Victor Leduc qui fait le rapport, là, ce qu'on leur dit, c'est on choisit entre la psychanalyse et le parti. Le problème, le parti dit, on ne porte pas de jugement sur la psychanalyse, c'est pas notre rôle à nous. Sauf que dans le combat qui se livre avec la droite, choisir la psychanalyse, c'est choisir les forces de droite qui nous attaquent. Donc, au nom de l'esprit de parti, ok, vous devez condamner la psychanalyse. Et là, on arrive à ce qu'au bout de 8 mois, ils vont retourner une série de psychiatres. Alors, le plus célèbre qui a été retourné, qui, y compris avant, a critiqué Pulitzer, par exemple, les Américains, en 1947, qu'il n'y a pas que les communistes qui font des conneries, il y a aussi les autres en face. Hein. Les Américains ont déclenché cette histoire. La gagerie, c'est pareil, mais pareil à West Point aux États-Unis. On va se servir de la psychiatrie, de la psychanalyse à des fins politiques. On va stigmatiser les luttes de libération, on va à West Point aux États-Unis nous former des psychiatres et des psychanalystes tortionnaires. Enfin bref, hein, c'est pareil qu'en URSS quelque part. Hein, faut pas nous raconter de conneries là. C'est toujours la même histoire. Le pouvoir, c'est le pouvoir. Et alors le truc, c'est que les communistes, les psychiatres français sont en majorité progressistes. Et à Londres, en 1948, ils condamnent au Congrès national de psychiatrie mondiale, ils condamnent cette attitude d'utilisation. Et qui la condamne? Lebovici. Lebovici, fils de son père Raymond, militant communiste, et Lebovici communiste. Alors lui, il est déjà psychanalyste. Et là, qui se met à critiquer Pulitzer. Ce qui critiquait Pulitzer à l'époque, ça fait 5 ans qu'il a été fusillé, bon. Et il explique que tout ce que raconte Pulitzer, non, on ne peut pas suivre. Il y a erreur. Bon. Et là, il y a un débat qui s'engage, mais 8 mois après, il y a 8 mecs qui signent, qui s'appelle La psychanalyse réactionnaire. En plus, c'est sous-titré autocritique. Et on trouve 8 psychiatres, à vrai dire 6 psychiatres et 2 psychologues, Evelyne Kestenberg et Serge Chentoub, qui eux ne sont pas psychiatres, qui sont des psys. Bon, alors ces 8-là, mais parmi les 8, il y a Bonafé, qui est le grand maître qui est vraiment un mec bien par ailleurs, mais il condamne. Mais il y a Lebovici. Lebovici, en l'espace de 6 mois, signe une chose et son contraire. Ce qui fait d'ailleurs après, il quittera. Alors cette histoire qu'on fait un prototype qui vient d'URSS, elle ne vient pas d'URSS. Elle vient non pas des rapports à l'URSS, mais de l'implantation du PCF dans les milieux psychiatriques français. Toujours on dit, tout ce qui vient d'URSS est mauvais, tout ce qui vient de France est bon. Et non, là on a un exemple typique d'un parti qui influence, qui joue un rôle très positif en psychiatrie. Hein. Vraiment, les mecs, ce qu'on appelle le zélénisme, qui à mon avis, encore maintenant, je le pense, est une des meilleures analyses historiques de la psychiatrie, bien meilleure que l'antipsychiatrie, bien meilleure que ce qu'a fait Foucault, qui d'ailleurs s'en est inspiré beaucoup. Hein. J'ai un certain nombre de séminaires auxquels il a participé. Quoi.
Oui, ce qui est marrant, et là, cette histoire, elle vient de France. Alors après, tu prends l'histoire du pavlovisme. Et là, tu t'aperçois que le pavlovisme est une histoire grandiloquente, alors qui vient vraiment d'Urs, là c'est clair, congrès en Urs, on proclame Pavlov le maître de la psychologie, de la bon, etc. Avec des effets positifs, puisque grâce à Pavlov, les communistes français vont condamner la psychochirurgie, qui est quand même pas trop mal, mais c'est pas ça. C'est que la France est le seul pays dans le monde où il va paraître ce qu'on appelle La Raison, une revue de psychopathologie, de psychiatrie. Parce que les communistes sont tellement puissants que... Bon, et malgré l'histoire de 49, c'est la psychanalyse qui va diviser les milieux psychiatriques de gauche, malgré cela, les communistes auront encore assez de force, de psychiatres, de Louis Daumeson, Louis Le Guillain, toute une série de mecs qui vont... vous êtes passé le mec, parce que ils vont dire Foutrier, il est vraiment intenable ce mec. Bon, alors, mais et ils vont pendant 8 ans publier une revue de psychiatrie jusqu'en 58, et en 58 ça va arrêter pour des raisons financières. Bon, et donc ils jouent un rôle extrêmement. Et alors pareil dans l'histoire du pavlovisme. Alors je suis le seul, je le dis comme qui a écrit l'histoire française du pavlovisme, avec à partir de ce document qui est unique, quoi. Et contrairement à ce qu'on croit, alors pareil, ils vont mettre du temps avant de suivre l'URSS. Là, au niveau des dates, au niveau des dates et au niveau, en 50, 51, 52, leur revue, elle est plurielle. Il y a le truc de Bonafé contre la psychiatrie, il y a ça. Bon. Et il y a une partie qui est pavlovienne. Bon. Et qui après va devenir, pendant 2 ans, 3 ans, le pavlovisme. Il n'y a plus que. Il n'y a plus des articles soviétiques, des articles... Bon. Mais, dès 55, c'est l'échec. Et l'échec qui est constaté ici. Là, on constate l'échec. Et donc, avant le 20e congrès, ils vont remettre en question. Et qui fait qu'après... ce qui fait qu'après... Non, ce qui va rester après, jusqu'en très longtemps, c'est l'accouchement sans douleur. Vous connaissez cette histoire? Fernand Lamaze, c'est eux qui introduisent en France l'accouchement sans douleur, qui va être à l'origine des hôpitaux... où habite, l'un de mes fils habite juste là, ce qu'on appelait la métallurgiste, CGT. On a fait en France de 9 à 10 000 entre 50 et 58 accouchements sans douleur, avec toute une technique de psychothérapie de l'accouchement, où on dit aux femmes, vous prenez votre main. Alors c'est un truc, oui, c'est un truc qu'on peut mettre à l'actif des communistes, puisqu'ils vont être à l'origine. Aujourd'hui, après, c'est revenu au lilas, avec toutes les méthodes modernes, plus modernes que le pavlovisme. Mais c'est l'idée, on n'accouche pas dans la douleur. Et donc les communistes, ça va être un... Et ça va durer bien longtemps, parce que le pavlovisme, en gros, ils vont le laisser tomber après 56. Dès le 20e congrès, il est quitte, contrairement à ce qu'on croit. Alors voilà. Donc, tous ces trucs-là, compliqué, je résume. Le jdanovisme, la théorie des sciences, la connaissance de la psychanalyse, ils prouvent qu'il y a bien un stalinisme qui est produit d'eux-mêmes. Bien sûr, alors l'équivoque étant que les communistes français sont persuadés que ce qu'ils font, c'est conforme à ce qui se passe en URSS. Or, en URSS, c'est pas possible. En URSS, Zhdanov, membre du bureau politique, ne peut pas donner son nom à une étape du développement du stalinisme. Ça, c'est le privilège du camarade de Staline. Il y a Marx, Engels, Lénine, Staline. Il n'y a pas un zozo qui vient. Ou alors on l'arrête, on le pointonne et on le fusille. Attends, faut pas déconner. Ça fait un rival de trop. Je veux dire, bon, t'as raison, j'ai mis des années avant de piger ça. J'ai dit, mais attends, t'es fou. Alors le mot jdanovisme n'est pas un mot d'origine russe. En russe, c'est Jdanoovtchina. Et Jdanoovtchina, ça veut dire l'ère de Zhdanov, un peu au sens géologique. Il y a eu l'époque de l'ère de Zhdanov. Mais il n'y a pas de jdanovisme en ce sens que jamais. La preuve, c'est qu'en 1949, quand Zhdanov meurt, on fête quoi? On fête pas Zhdanov, on fête le 10e anniversaire du grand livre L'histoire du PCUS et du bouquin de Staline, Matérialisme et l'identité, etc. C'est-à-dire que bon, le numéro 1, c'est Staline. Et le numéro 1, il n'y a qu'une place pour le numéro 1. Il n'y en a pas. Donc le mot jdanovisme est une invention
souvent de l'adversaire, hein, qui va être repris. Alors, en 50, Garaudy dit Zhdanov est passé par là. Et quand il dit ça, on est en 49, il dit ça à la suite d'un... où ils croient, les communistes. Ils sont persuadés en France qu'ils appliquent ce qui se passe en URSS. Or, en URSS, Zhdanov ne soutient pas Lysenko. Ensuite, c'est Staline en 51 qui va mettre fin à la théorie de sciences. Enfin, il ne met pas fin directement. C'est à propos de la linguistique, il va dire qu'il n'y a pas de linguistique prolétarienne, etc. Hein, on va rejeter l'idée, il y a la science soviétique et la science bourgeoise, la science capitaliste, la science soviétique. La différence, c'est que la science soviétique a pour fondement un mode de production socialiste dirigé par un parti communiste. Et le prolétariat, il ne disparaît pas par mépris, mais par principe pour un communiste. L'URSS est un État prolétarien, mais avant d'être prolétarien, il est soviétique. Le fait que soviétique prouve, hein, il y a une dissonance entre le sens sociologique du mot et le sens théorique au niveau historique. Ah oui, bon, alors voilà l'exemple. Alors maintenant, la psychanalyse, c'est évident. En URSS, la psychanalyse disparaît plus ou moins dans les années 30, complètement. Elle est bien sûr condamnée. Là, il y a des débats. Hein. Mais le problème, c'est qu'à aucun moment, il y a une intervention. Odiesco prétend que ça vient de Moscou. Non, impossible. Là, alors ça. Alors, quel est l'enjeu? Bien, c'est trop long, ça. Putain. Quel est l'enjeu? L'enjeu, c'est que, à travers ces choses, après 1945, avant la guerre, il n'y a pas, à proprement parler, de sphère intellectuelle dans le Parti communiste. Les intellectuels existent, ils sont sympathisants, etc. Mais le Parti communiste n'a pas organisé ces intellectuels. Entre 1945 et 1957, on va organiser les intellectuels communistes avec une section idéologique, avec, par discipline, en histoire. À faut voir, ils ont à l'époque 30% des voix. Les milieux intellectuels, il ne faut pas oublier que les communistes français, la majorité à l'époque des prix Nobel sont communistes. En physique, en biologie. Par exemple, en biologie, un mec comme Monod, avant de devenir, qui quittera le parti en 1949, mais l'un des grands généticiens, hein, y compris en Russie. En Russie, la génétique était très puissante, sauf qu'en Russie, on a eu de la chance en France, on n'a pas pris le pouvoir, ce qui fait que c'est pas trop en tôle. Mais en Russie, si, ils sont en tôle, les mecs. Hein. Bon, et donc, mais en France, ils avaient des implantations extrêmement fortes. Si on citait le nombre de familles intellectuelles françaises célèbres qui sont devenues communistes, c'est Henri Vallon, Langevin, la famille Curie, enfin les mecs, c'est extraordinaire. Bon, et donc ils sont extrêmement importants. Hein. Et alors, le Parti communiste va organiser, alors y compris en littérature, hein, Aragon, Elva, patati, patata, bon, il y a tout ce qu'il faut au Parti communiste. Hein. Et puis ils sont les meilleurs, quoi. Et ce qui est marrant, c'est que le Parti communiste va organiser ses intellectuels par discipline, etc. Hein, et au nom de l'esprit de parti. Avant la guerre, il raconte que entre le marxisme et le parti, entre le marxisme et les sciences, c'est une histoire de rencontre. Enfin, les sciences se développent et le progrès des sciences prouve la justesse du marxisme qui lui-même est bien la voie à suivre puisqu'il permet à la science... Bon. Mais c'est un processus de rencontre. Hein. Pour eux, il n'y a pas de conflit. Le marxisme et les sciences, ça jusqu'en 1939. Hein. Et au bout du compte, au niveau intellectuel, on a des alliances. On a la première revue réellement communiste sur le plan intellectuel, il y a deux revues. C'est la revue commune, et encore la revue commune, c'est les anciens combattants, bon, c'est à la fois des communistes et des sympathisants. Mais la première revue où il y a un méli-mélo d'intellectuels qui va durer après la guerre, c'est La Pensée, créée en 1939, avec comme dirigeant policier, mais compris Henri Cognot. Mais après la guerre, en 1948, quand on crée la Nouvelle Critique, qui va être la grande revue, c'est la revue du marxisme militant. Alors, quelle est la différence? C'est qu'après la guerre, on va imposer, à travers toutes ces histoires, hein, les mecs qui sont psychanalystes, ils sont communistes, ils ont fait la résistance, tous ces mecs sont des gens qui se sont battus pendant la guerre. C'est pas des couilles molles, c'est pas des gens qui sont prêts à... Bon, non, 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 non. Quand ils se trompent, aujourd'hui, c'est pas notre... Non, non. Quand ils se trompent, ils se trompent. J'étais communiste. Hein. Quand on se trompait, on se trompait. Et on se trompait, mais pour de vrai. Et on ne mégotait pas. On ne suivait personne. Bien sûr, il y a la fidélité à l'URSS. Mais la fidélité à l'URSS, c'était consubstantiel à notre situation. Ça paraît étonnant aujourd'hui. Mais bon. Et le problème, c'est que grâce
à la guerre froide, à toutes ces histoires, y compris le stalinisme en plus. Grâce à ça, les partis communistes vont réussir à organiser leurs intellectuels. Et la conséquence, c'est qu'ils vont faire de l'esprit de parti, qu'on appelle la notion d'esprit de parti, la notion fondamentale de l'univers du Parti communiste français. Ce qui fait qu'à ce moment-là, le marxisme ne rencontre plus les sciences. Il devient le critérium de toute vérité. Ça change les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'on est en pleine démocratie ici. Je pense que la France en 1945 est un pays démocratique. Et on va créer, de par nous-mêmes, ça c'est une vieille histoire, bon, il faut remonter, mais on structure l'identité communiste du Parti communiste à l'intérieur, et où on devient complètement un parti communiste, mais en 1947, être un parti communiste, c'est être un parti stalinien. Bon, je suis persuadé pour moi qu'il n'y a aucune différence entre l'identité communiste et le stalinisme. Hein, j'en suis convaincu. Je suis convaincu qu'il n'y a aucune différence théorique entre Lénine et Staline. Hein, alors là, mais là, c'est le bouquin d'avant. Non, c'est le bouquin d'avant. Hein, c'est l'illusion d'abord. Quand je dis ça, c'est pas un jugement. Je veux dire, bon, alors il y a un problème plus grave que ça. On pourrait parler des camps de concentration et tout ça. Bon, là, j'en parle pas personnellement. Je parle d'autre chose. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment, en pleine démocratie, le Parti communiste va se structurer entre 1945 et 1956 comme un parti totalitaire. Alors, le problème, c'est que, alors là, et puis on a presque fini, et on est en 1956, 20e congrès, patati patata. Contrairement à ce qu'on dit, le Parti communiste réagit beaucoup plus vite qu'on ne le croit après le 20e congrès. Thorez a pigé à peu près très vite ce qui se passait. C'est pas la peine de leur faire un dessin. Nous, on fait semblant de ne pas comprendre, mais eux, ils ont compris le coup de Staline. Sauf que Thorez aura dit aux Russes, vous êtes gentils là, vous faites un rapport sur Staline et vous ne le publiez pas. Mais nous, il va être publié ici. Bon, et il y a un problème entre nous et vous. Vous avez le pouvoir. Donc vous contrôlez tout. Nous, on n'a pas le pouvoir. Or, dit Thorez, notre parti risque d'être détruit. C'est pour ça qu'en 1956, il critique le PCUS. Non pas parce qu'il est très stalinien, c'est qu'il dit, attendez les mecs, c'est bien de foutre le bordel, mais attendez, nous on est en plein dans l'œil du cyclone. Et soudain, il prend un recul par rapport aux Russes, en disant, écoutez, ça serait quand même bien que vous expliquiez d'autres histoires que le caractère de Staline, c'est un peu juste comme explication. Alors après, on a dit, Thorez serait plutôt, pas du tout, Thorez, ils vont commencer tout un jeu, qui peu à peu, par exemple, après 56, dès 56, Lysenko, ça disparaît. Pavlov, ça disparaît. Toutes les conneries d'avant ont disparu. Hein, en l'espace de 2 ans, tout est terminé. Mais après commence une autre période. Avec, alors je sais pas si vous connaissez le bouquin de qu'il a fait, machin, sur ce qu'on appelle le Comité central d'Argenteuil en 66, Roger Martelly. Bon. Et alors ça, j'ai bien connu, y compris personnellement, directement. Là, j'ai l'air jeune, mais je suis pas jeune, je suis très vieux. Et donc, à l'époque, je faisais déjà de la politique. Et donc, j'étais déjà dirigeant. Et je connais très bien ces histoires. Peu à peu, le Parti communiste a tenté de sortir du stalinisme. Et alors, l'abstinalisme, en 1949, se trouve être au centre des processus à travers lesquels le Parti communiste va se construire comme une unité complètement communiste et complètement stalinienne. Et après, à partir de 60, peu à peu, l'abstinalisme recommence à rentrer, toujours pareil, à cause des psychiatres. Car les communistes sont encore très nombreux en psychiatrie. Et les mecs, après 56, ils vont ramener dans l'univers du Parti communiste la psychanalyse. D'autant qu'en 56, le tabou contre la psychanalyse se maintient, mais n'est plus jouable. Hein, donc à nouveau, les mecs vont devenir bon. Et alors, on va retrouver la psychanalyse en 1974-1978, en plein cœur des mécanismes par lesquels l'identité communiste s'est déconstruite, déstructurée. Hein, c'est-à-dire qu'on retrouve la psychanalyse en 47-49, au milieu des processus de structuration de l'identité communiste comme entité stalinienne, et on le retrouve, la psychanalyse, 30 ans plus tard, entre 74 et 76, au moment de la déstructuration du Parti communiste comme identité communiste. Par où le Parti communiste finira, au cours des années 80 et 90, par ne plus être un parti communiste, mais un parti social-démocrate de gauche.
Hein. Voilà, en gros, c'est ça la démonstration du bouquin. D'où l'intérêt de montrer que, alors, d'abord de restituer l'histoire. Hein, parce que maintenant, bon, moi je vais demain, je vais faire une conférence demain, il y a une censure sur l'histoire du Parti communiste qui est quelque chose de terrible. Par exemple, il y a un truc, je parlais de Bonafé tout à l'heure, Bonafé qui est l'inventeur de ce qu'on appelait le désaliénisme, ce mot continue à être complètement tabou, même chez les milieux psychiatriques. Ils ont mis ça sous le concept de thérapie. Et c'est marrant parce que il y a une telle censure qu'on a complètement perdu la façon. Alors l'idée, c'était donc de refaire cette histoire, d'où ce bouquin. Alors, le truc amusant, c'est que tout le monde gueule. Pourquoi, Foutrier, tu fais un bouquin? On était tous en train de célébrer la Révolution d'octobre. Et toi, tu nous ressors cette histoire. Non, mais attendez, on est crevé à cause de ça. Attends, on n'est pas mort parce que... Bon, le stalinisme, l'URSS... Alors, c'est compliqué comme histoire, mais quand même. D'abord, il y a eu le stalinisme. Il ne faut quand même pas pousser, quoi. J'ai personnellement été accusé de complot contre l'URSS. En 70, en France. Et quand j'étais accusé de complot contre l'URSS, je peux te dire que les portes se sont fermées. Et pas seulement les portes et le boulot. Hein, bon, et grâce au ciel, on était un régime capitaliste, on aurait été en URSS, ils me l'ont dit. Mais c'est le bureau politique. Ah, pas lui, il n'a pas dit ça, mais les communistes, tu serais en prison. Il y en a qui ont dit, tu serais fusillé. Et pendant 50 ans, j'ai entendu ce truc. De 1960. Ah, bon, donc ça veut dire que le stalinisme est une réalité. Je ne comprends pas comment on peut avoir des doutes sur le fait qu'il faut... J'ai connu encore maintenant des gens qui sont restés des staliniens et des intellectuels. Or, le Parti communiste, c'est tragique le stalinisme. Faut quand même pas, on pourrait en parler en détail, mais quand même, c'est quand même terrifiant quoi, de voir qu'il y a encore des gens qui soutiennent. Hein, et alors que il y a un Polonais qui l'a dit, c'est Modzelewski. Il dit c'est pas le peuple polonais qui a fait une révolution, c'est le communisme qui nous est tombé sur la tête. En 1990, les apparatchiks, les appareils staliniens ont compris qu'ils ont perdu la guerre avec l'Occident. Et ils ont décidé de vendre la Russie à l'Occident. Pas de chance, ils ont bien une chose, c'est que l'Occident n'aimait ni les communistes, ni la Russie. Ce qui fait qu'ils se sont fait baiser. Mais ce qui est amusant, ils sont morts d'abord parce que l'Occident s'est montré bien plus dynamique qu'eux, mais le stalinisme, c'est lui qui a provoqué la nécrose du régime. Y compris ici. Hein. Quand on voit les conséquences, bon, moi j'ai quitté, après c'est très compliqué mes rapports au Parti communiste. Hein. Si vous voulez que je vous dise la vérité, je suis encore communiste. Mais alors, à une condition. Et c'est pour ça que tous mes bouquins, hein, le bouquin précédent, ce bouquin, il y a un certain de gens qui m'en veulent, ces bouquins. Hein, quand je montre que le marxisme n'est pas né là où on dit qu'il est né, quand je montre le bouquin précédent, quand je dis que la lumière du marxisme, c'est l'ombre du parti, le titre lui-même est très clair.